Ok, quand on veut vendre un truc, on doit faire plusieurs choses. L'une d'entre elles étant savoir quel public on vise. Et probablement que Brad aurait pu vendre ce stylo en le mettant en avant comme un objet de déco, mais il le vendra mieux en le vendant comme un stylo. Et cette règle de comprendre à quel public on s'adresse pour vendre un objet, comment est-ce qu'on fait pour l'appliquer pour quelque chose d'immersif ? Ok, reprenons depuis le début. Nous sommes en Angleterre. On est à quelques heures en voiture de Londres, à l'université de l'Essex, et deux étudiants créent Mud. Et Mud, ok, comment vous expliquer Mud ? Mud, c'est ce truc. Alors déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais y a pas d'image, c'est que du texte, et on est dans une histoire, à la Donjons et Dragons. Et voilà, je choisis ce que je veux faire en écrivant du texte. Et Mud, Mud est pas une aventure qui se fait en solo. Non, Mud c'est une aventure où t'interagis avec les autres joueurs. Et Richard Bartle, l'un des créateurs de Mud, se rend vite compte que tous les joueurs jouent pas de la même façon. Et il se demande donc si on peut pas catégoriser ces joueurs, les mettre dans des boîtes. Et après plusieurs longues discussions avec des dizaines de joueurs, il en arrive à la conclusion que les joueurs sont attirés par 4 choses. Et il place ces 4 choses sur un graphique. Et pour chaque extrémité, un type de joueur. Ok, pour réussir à comprendre mieux la typologie de Bartle, il va falloir expliquer brièvement les différents types de joueurs. Et on commence avec les tueurs, ceux qui aiment agir sur les autres joueurs. Et eux, c'est plutôt simple. Ce qu'ils veulent, c'est d'être meilleurs que les autres. Et être meilleur que les autres, ça veut dire plein de trucs. Ça veut dire tuer les autres, évidemment. Ça veut dire être plus rapide que les autres. Enfin bref, ça veut dire battre les autres. Avec légèrement plus de gentillesse, se trouvent les socialisateurs. Ceux qui veulent interagir avec les joueurs. Et eux c'est simple, ils achètent pas un jeu pour les mécaniques qu'il y a dans le jeu ou le monde, non, ce qu'ils aiment, c'est les histoires qui va se passer dans le jeu, directement avec les autres joueurs. Et un socialisateur, il va pas te vendre un jeu en te disant que la carte est incroyable, que les quêtes sont folles, non, il va te dire que tu peux rejoindre une guilde. Il va te raconter qu'un soir il a parlé à quelqu'un, et qu'au final maintenant, c'est devenu un ami. Probablement à l'opposé des socialisateurs se trouvent les accomplisseurs. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est agir sur le monde. Et quand je dis agir sur le monde, je veux dire réaliser quelque chose dans le monde. Et ça peut être terminer un jeu, obtenir tel équipement. En gros, un accomplisseur, il est heureux du moment qu'il réussit à faire quelque chose qui le différencie de la personne qu'il était hier. Et le meilleur moyen de montrer ça à un accomplisseur, c'est de lui faire gagner un objet. C'est de marquer sur une liste de tâches, ok, t'as réussi à faire celle-là. Et enfin, on va terminer avec les explorateurs. Et pour le coup, eux, ce qu'ils aiment, c'est découvrir une carte, un univers, des puzzles, des énigmes. Enfin bref, comme son nom l'indique, c'est d'explorer, quoi. Et probablement que quand je vous ai décrit les différents types de joueurs, vous êtes retrouvés dans au moins 2 des catégories. Et c'est totalement normal, en fait, parce que on n'est jamais qu'un seul type de joueur. Tiens, on va prendre quelques exemples. Commençons par... Ouais. Animal Crossing est un jeu qui a eu énormément de succès. Parce qu'il est sorti durant une période où, bon, globalement tout le monde était chez soi à rien faire. Et se réunir sur Animal Crossing, c'était comme passer une après-midi entre potes. Aller sur l'île des autres pour faire des conneries, partager des moments ensemble, c'était tout ce qu'il fallait pour les socialisateurs. Et aussi des millions d'autres joueurs qui avaient rien à faire et qui restaient chez eux. Mais Animal Crossing est fondamentalement un jeu de socialisateur. Maintenant, le musée d'Animal Crossing existe uniquement pour que les accomplisseurs puissent faire quelque chose dans le jeu. Et les tueurs, plutôt que s'amuser à tuer des inconnus, bah ils se sont rendus compte que avoir une meilleure île que les autres, c'était aussi un moyen d'être meilleur qu'eux. Et ce qu'on se rend compte, c'est que Animal Crossing, c'est pas un jeu qui est fait que pour les socialisateurs, c'est un jeu qui est fait pour toucher tous les types de joueurs.
Parce que cibler qu'un seul type de joueur, c'est s'asseoir sur les 3/4 des clients potentiels. Mettons-nous dans la tête d'un studio de jeux vidéo 2 secondes. Leur but, avant de proposer une histoire intéressante, avant de proposer un jeu innovant, leur but, c'est de faire de l'argent. Et bien sûr qu'un studio pourrait faire un jeu pour uniquement les socialisateurs, mais il touchera bien plus d'argent s'il implémente des fonctionnalités qui plaisent à tous les types de joueurs. Et c'est pour ça qu'Animal Crossing, qui est un jeu fondamentalement de socialisateurs, a des mécaniques qui peuvent plaire aux accomplisseurs. Maintenant, dès qu'il y a de l'argent en jeu, il y a forcément des gens qui vont chercher à faire le plus de bénéfices possible. Et c'est là qu'il faut qu'on parle des DLC. Les DLC, c'est du contenu additionnel que tu télécharges, et bien qu'il y en ait qui soient gratuits, la plupart du temps, les DLC sont payants. Et vendre un DLC à un accomplisseur ou un explorateur, c'est assez simple, parce que t'as juste à rajouter une nouvelle zone à explorer, des nouveaux objectifs. Et les explorateurs, comme les accomplisseurs, ils seront ravis, et ils payeront pour ton DLC. Pour les tueurs, écoutez, les tueurs, je suis même pas sûr qu'il y ait réellement besoin de DLC en fait. Pour ça, on peut prendre l'exemple de FIFA, que vous connaissez tous. Et le mode Ultimate Team de FIFA qui a fait sa popularité, de base, c'était un DLC vendu à 10€. Sauf que dans FIFA, pour obtenir tes joueurs, tu dois ouvrir des packs. Et ces packs-là, tu peux les acheter. Du coup, après que ton jeu ait été acheté par un tueur, pour continuer à faire de l'argent sur son dos, t'as juste à le pousser à acheter des équipements qui le rendront meilleur. Le vrai problème, c'est les socialisateurs. Parce que c'est difficile de leur bloquer des fonctionnalités derrière un paywall. Parce que si tu les empêches d'interagir avec d'autres joueurs, bah ils vont juste pas venir sur ton jeu. Sauf qu'un beau jour, une petite armure de cheval est mise en vente à 2,50€. Et c'était le début des skins. Et parce qu'un skin, c'est quelque chose qui est visible par tous les joueurs et que tu peux personnaliser ton personnage avec ça, les studios ont trouvé comment monétiser les socialisateurs en fait. Et un skin, ça demande pas plusieurs mois, plusieurs années de développement. Non. Il suffit juste de créer un nouveau modèle. Et honnêtement, je peux pas m'empêcher de trouver ça dommage. Parce que les jeux qui me restent le plus à l'esprit, c'est pas ceux où j'ai mis le plus d'argent. Après, vous me direz peut-être que c'est parce que je suis pas un socialisateur. Et honnêtement, c'est possible que ce soit à cause de ça. Mais les skins nous montrent quelque chose de très important. C'est que certains studios hésiteront pas, dès qu'ils peuvent, à te faire payer. Et ça, on le voit avec les skins, mais on le voit aussi sur l'intégralité des jeux mobiles. Et vous dites peut-être que parce que vous êtes un joueur PC ou un joueur console, ça vous arrivera jamais. Mais la vérité, c'est que c'est déjà là. Regardez, Overwatch est passé free-to-play, et la réalité, c'est que c'est pour faire de l'argent, à travers les skins. J'ai joué à Overwatch à peu près depuis sa sortie, et j'ai accumulé pas mal de skins avec le temps. Et depuis qu'Overwatch est passé free-to-play, c'est littéralement impossible d'avoir un skin. Je veux dire, des calculs ont été faits par des joueurs d'Overwatch, et avoir un skin maintenant, ça prend approximativement 30 fois plus de temps. Là où je pouvais obtenir un skin que j'aimais bien toutes les semaines, maintenant, il faudra attendre 8 mois. Et ce skin, que je vais mettre 8 mois à avoir, si j'ai pas envie d'attendre 8 mois, je peux l'acheter pour 20€. On est loin des 2,50€ du cheval à l'époque. Et le truc, c'est que il faut pas que ce soit normal. Et le meilleur moyen que nous, consommateurs, on a pour protester contre ces pratiques, c'est de choisir où est-ce qu'on met notre argent. C'est d'acheter des jeux qui font avancer l'industrie dans le bon sens.